m'entendez? Alors bonjour à toutes et à tous déjà. C'est vrai que merci d'être venus si nombreux, au moins virtuellement, mais aussi en présence, parce que en effet, je crois qu'à partir de 19h, il y a plus d'infos. Donc ça, oui, en tout cas, ça commence. Mais ça montre votre résilience à venir sur un thème qui est ô combien important, celui du coût global dans le résidentiel. Juste peut-être pour confirmer tout ce que tu as dit, Olivier, hein, on est sur une conférence qui est organisée par le MOJI temps plein de l'ESTP. Je le dis déjà maintenant, qui sont des étudiants assez formidables. Donc n'hésitez pas à prendre leur CV ou à prendre leur nom pour la vie professionnelle qui va arriver. C'est une assurance de bien comprendre toutes ces problématiques de coûts et dans le cadre de la construction et de la réhabilitation. Alors, je vais me présenter aussi. Olivier s'est présenté, je vais le faire également. Moi, je suis Mintron Nguyen, je suis directeur général de Socotec Immobilier Durable, qui est une filiale de Socotec. Je ne fais pas de contrôle technique ou de SPS, mais on travaille sur tout ce qui est immobilier et durable, comme son nom l'indique, tout ce qui concerne les diagnostics techniques, les qualifications immobilières, les éléments sur les essais d'auscultation ô combien importants en ce moment dans le cadre des effondrements de bâtiments, mais aussi sur la partie durable, sur l'énergie de carbone, sur le réemploi des matériaux, sur l'économie circulaire, l'énergie renouvelable, les éléments de certification environnementale et sur tout ce qui est conseil dans le cadre de la due deal. On est aujourd'hui 150 collaborateurs pour une structure qui s'est créée il y a 4 ans, je trouve toujours que c'est pas mal, et répartis dans 15 agences en France. Alors, on va me dire que je parle beaucoup, mais c'est vrai que je le cite plus facilement parce que Socotec Immobilier Durable s'est créé dans un but bien précis, c'est de pouvoir prolonger la durée de vie des bâtiments et de réussir la transition bas carbone. Le sujet est totalement lié au sujet d'aujourd'hui, hein, parce qu'on parle de coût global. Alors, qu'est-ce que le coût global? Alors, je serais probablement le moins bien placé, même si mon travail mon deuxième travail à l'ESTP fait que j'enseigne les notions de maintenance et notamment de coût global. Ça consiste à prendre en compte l'ensemble des coûts d'un projet de construction et de réhabilitation sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Alors naturellement, c'est un élément important. Je ne vais pas faire toute ma description, mais parce que Olivier va encore me regarder en regardant le temps. C'est vrai que j'étais un ancien mainteneur et que sur cette notion d'ancien mainteneur, je dis souvent que la partie de construction d'un bâtiment, c'est 25% du coût global et 75% est en exploitation et maintenance. C'est pas moi qui le dis, c'est l'association Apogée qui l'a dit à travers une étude. Ça montre aussi une chose, c'est que probablement on a un intérêt à regarder de manière importante en phase de construction et de réhabilitation les éléments de maintenance et d'exploitation. Alors c'est vrai que on est sur un contexte qui est très porté sur la transition environnementale, la transition énergétique. Alors, je ne veux pas refaire tous les éléments de changement climatique et d'impact associés, mais avec une tension en termes de ressources, une tension sur les prix, un contexte économique qui n'est pas facile, qui amène à avoir des contraintes en termes d'investissement et pour lequel il doit y avoir un certain nombre d'optimisations technico-économiques qui doivent se faire et probablement le coût global pourrait être une solution. C'est là où je m'arrête de parler parce que à un moment donné, c'est bien de transmettre la parole aux sachants aussi. Et dessus, c'est très bien, les slides changent en même temps. On a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Florence Combe, qui est responsable innovation de la Fédération des coopératives HLM. Mais n'hésitez pas tout à l'heure à représenter votre structure. David Marquet, qui est directeur général adjoint Île-de-France de l'INCITY. Merci d'être présent. Et François Pellegrin, architecte urbaniste de chez Pellegrin Architecture Pellegrin. Architecture Pellegrin. Encore une fois, merci d'être présent à cette belle conférence. Alors, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps.
Juste avant de vous poser des questions sur cette notion de coût global dans le résidentiel, c'est vrai qu'on peut se poser la question du résidentiel. Pourquoi on a mis le mot résidentiel à l'intérieur? Dans le sens où on dit souvent que le résidentiel, il n'y a pas beaucoup de sous, et en tout cas pas beaucoup d'argent dédié à ce type de bâtiment. Pourquoi le coût global? C'est toutes ces questions auxquelles on aura à répondre aujourd'hui. Quels sont les atouts, les freins, quelles sont les innovations à mettre en œuvre? J'en pose pas plus parce que j'essaierai de vous poser quelques questions à chacun de vous et aussi quelques questions de manière généralisée. Ça me permet aussi de dire que pour ceux qui sont derrière la caméra, vous avez aussi la possibilité de poser des questions qu'on retranscrira en phase après la conférence. Malheureusement, vous n'aurez pas accès au cocktail, mais nous, on aura accès. Alors, voilà, ça c'est pour mon introduction. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, je le disais, avant cette conférence, j'avais présenté une autre conférence et c'est vrai que j'avais donné la main à monsieur l'architecte, et je vais le redonner cette fois-ci aussi. François Pellegrin, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision du coût global? Ben, écoutez, oui, bien sûr, je suis là pour ça. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Non, je me réjouis d'être là sur ce thème-là, parce que ça fait trop de décennies que j'en entends parler et que je ne le vois toujours pas pratiquer, ou rarement pratiquer. On va essayer de comprendre pourquoi. J'ai pas eu le temps de le chercher, mais je me souviens que on m'a demandé de faire la préface d'un bouquin sur le coût global il y a 40 ans. Puis après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Apogée, Michel Louvant et Jules Perty, qui sont... Voilà. D'ailleurs, j'avais toujours dit, je ne comprends pas que vous ne voyez pas aller devant le ministère du Logement et que vous ne soyez pas immolé par le feu pour faire bouger les lignes, parce que depuis le temps, vous parlez du coût global et que ça ne se pratique pas, il faudrait quand même un peu... Bon, voilà. Donc, pourquoi ça n'a pas pris, alors que c'est le bon sens incarné, le coût global? Ben, c'est que d'abord, il faudrait définir le périmètre du coût global. C'est vrai, je vais reprendre les chiffres. C'est pas Apogée qui l'a montré, je crois, mais enfin, les chiffres se recoupent. Je crois que c'est l'ouvrage que vous pouvez trouver sur Internet de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, qui s'appelle Coût global. Et qui parle d'un sujet qui nous est cher. Moi, j'ai toujours parlé de ce sujet. Je suis architecte, mais j'ai aussi eu des responsabilités professionnelles. J'ai été président du syndicat national des architectes de 2001 à 2005. Et j'avais mis l'accent, évidemment, sur le développement durable, sur l'aspect communauté du citoyen. Et sur cette question plus globale, on s'étonnait, on essayait de comprendre d'abord le périmètre. En fait, c'est vrai que sur 50 ans, si on regarde un immeuble résidentiel sur 50 ans, les coûts se répartissent 3% pour le montage, 2% pour la conception, 25% pour les travaux, et donc moi je ne suis pas 75, mais je suis 70% pour l'exploitation maintenance. Et j'ajoute toujours à ce moment-là qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que si on veut alléger le poste qui fait mal, il faut réinjecter différemment les moyens dans les 3 postes amont. Montage, conception et travaux, budget travaux. Bon, mais ça, c'est pour moi le coût enfin c'est déjà un grand coût global, mais ça reste un coût global étriqué. Je m'explique. Pour moi, le vrai coût global à prendre en compte, c'est le coût global élargi au coût du mal-vivre, du mal-être, de ce que coûte aujourd'hui, j'y reviendrai, les dizaines de milliards d'euros qu'on injecte dans Action Cœur de Ville aux petites villes de demain pour réparer les conneries que nous avons tous commises ensemble. Voilà. Donc, il faudrait être conscient que ne pas faire bien du premier coup coûte toujours beaucoup plus cher après quand il faut attraper les dégâts. Alors là, je pense qu'on va rester peut-être sur le périmètre des connus du cycle programmation, conception, réalisation, exploitation, maintenance sur 50 ans, mais je voulais juste attirer l'attention sur le fait que le coût de la sécurité, que dépense la sécurité sociale pour rattraper des maladies respiratoires parce qu'il y a des défauts de ventilation, aussi bien d'ailleurs dans le tertiaire que dans le logement, c'est plus sensible dans le tertiaire.
Rappelez d'ailleurs que là encore la France n'est pas particulièrement en avance. Hein, l'Observatoire de la qualité de l'air a été créé en 2000. On trouve déjà, bien avant ces années-là, aux États-Unis ou ailleurs, des études très précises et sérieuses sur la quantification du coût du mal-vivre, enfin du syndrome du bâtiment malsain, en fait, qui coûte une fortune. Qui coûte une fortune à la sécurité sociale, qui coûte une fortune d'abord aux premières victimes, pour la confort, le mal-être. Et ça, donc des chefs d'entreprise l'ont compris dans le secteur tertiaire, ils ont fait le rapprochement entre ce coût d'un bâtiment mal ficelé, qui engendre de l'absentéisme ou de la baisse de productivité. Et c'est des milliards, quand on lit ces études. Vous pouvez trouver d'ailleurs ces chiffres dans l'ouvrage que je citais, un coût global. Alors pourquoi ça n'a pas pris? Parce qu'on voit chacun midi sa porte, le ministère du Logement voit ce truc, le promoteur voit son budget, l'archi voit son truc, bon voilà. Il n'y a pas de réflexion vraiment partagée là-dessus. Heureusement, alors, les cartes sont bousculées avec la RE 2020. La RE 2020 nous oblige à nous installer déjà sur une certaine forme de coût global, puisqu'on doit faire le calcul de l'empreinte de son bâtiment sur 50 ans. Analyse du cycle de vie. Donc déjà, on sort de l'immédiateté du projet pour se projeter quand même dans un cycle long. Voilà un point de progrès important. Sauf que si on regarde ce que ça va apporter, tout ça, par rapport à l'enjeu national stratégie bas carbone avec zéro émission, enfin neutralité carbone en 2050, c'est pas à coup de RE 2020 qu'on y arrivera, puisque la RE 2020, en 2050, ça sera que 20% de la part sous RE 2020. Tout le reste, c'est déjà là, qui est très loin. Voilà. Donc le vrai sujet, c'est pas le neuf, c'est l'ancien. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si on va rester que dans le neuf, parce que les promoteurs vont nous parler du neuf. Moi, je pense que le métier du promoteur, il est à revisiter, que demain, ils n'auront plus à s'occuper tellement de neuf, mais à s'occuper de requalifier. Et je ne veux pas être trop long non plus, j'en garde sous la pédale, comme on dit. Le truc sur lequel j'aimerais revenir tout à l'heure, c'est justement sur le périmètre de nos interventions. Raisonner à l'échelle de la parcelle, c'est la logique, puisqu'on a un terrain et puis on va faire sur la parcelle. Moi, je pense qu'on n'y arrivera jamais si on reste arc-bouté sur la parcelle. Et qu'il faut changer de braquet, il faut changer d'échelle, il faut s'attaquer à l'îlot, et il faut réparer et réenchanter ces îlots. Dans ces îlots, il y a du neuf, il y a de l'ancien, tout ça est à croiser avec le zéro artificialisation nette des sols. Aujourd'hui, et c'est passionnant pour vous qui allez écrire votre page dans ce métier, moi la mienne elle est déjà un peu renseignée, mais il y a une belle page à écrire avec de nouveaux métiers inventés, de nouveaux curseurs à pousser, et donc voilà, encore une fois félicitations pour votre sujet qui va nous permettre peut-être de creuser certaines pistes. Merci beaucoup François Pellegrin. A priori Covid, très vite. Merci beaucoup François Pellegrin pour votre intervention. C'est vrai que vous avez raison, hein, la position du promoteur est intéressante à voir. C'est vrai que mon expérience en tant qu'ancien exploitant, j'avais parfois en face de moi, en phase de réception de bâtiments, des promoteurs qui étaient réticents à appeler des mainteneurs ou des exploitants. C'est vrai que le promoteur a un besoin important de bas de page à droite. Par rapport à ce point de vue-là, David Marquet, comment est-ce que vous intégrez dans vos projets cette notion de coût global, de manière générale, mais aussi dans les projets résidentiels, qui sont parfois à des bas de page serrés, on va dire. Alors d'abord, je pense que résumer le coût global à une notion de bas de page est un petit peu réducteur, donc c'est un débat dans lequel je n'irai pas. Et en tant que promoteur, je vais plutôt me positionner en maître d'ouvrage. La responsabilité du maître d'ouvrage, c'est de concevoir et de réaliser un projet. Et donc en fait, la question qu'il faut se poser quand on veut raisonner en coût global, c'est qu'est-ce qu'on observe? Alors la première chose que je vais dire,
Si quelqu'un vous dit que c'est facile, il vous ment. Nous, on l'a fait, donc on a compris que c'était compliqué. Je vais paraphraser un peu les premiers propos en disant que le coût global, c'est effectivement une analyse d'un bâtiment sur un cycle de vie plus ou moins long, et que ce coût global est censé intégrer dans les modélisations et la démolition. Quand on observe le coût global d'un bâtiment haussmannien qui a été reconverti environ 4 ou 5 fois depuis sa création, on s'aperçoit que finalement, Haussmann a inventé un modèle un peu indémodable qui, avec quelques contraintes simples, permet de faire des choses très élaborées sur la notion du coût global. Alors qu'est-ce qu'on peut se demander déjà? On peut se demander le coût est global, mais pour qui? Effectivement, est-ce que le coût est global pour le maître d'ouvrage? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il est global pour le constructeur? Alors je sais par expérience que le constructeur a quand même une volonté importante de raisonner court-termisme, puisqu'en fait, n'étant pas responsable de son paiement et de son choix d'investissement, il va au plus simple. Est-ce qu'il est global pour l'investisseur? Certainement, si celui détient la totalité des ficelles qui lui permettra de réaliser le suivi de son bâtiment tout au long de son cycle de vie. Je pense que le coût est surtout global pour l'utilisateur, qui lui va connaître tous les affres et tous les tenants et tous les aboutissants de la vie de son bâtiment, et encore plus quand on est en résidentiel. Quand vous trouvez qu'un bâtiment tertiaire est inconfortable, je vous rappelle que vous n'y passez que dans le meilleur des cas à peu près un tiers de votre journée ou une demi-journée, mais certainement pas 7 jours sur 7. Quand votre logement commence à présenter des difficultés d'exploitation ou de réalisation, vous êtes en général dedans à plein temps, et donc vous en bénéficiez tous les jours. Je vais rejoindre les propos de François, on n'avait pas préparé, mais moi je me pose aussi la question de savoir si le coût n'est pas global pour la société. Fabriquer des mauvais projets, c'est s'ouvrir à la difficulté d'accueillir dans de mauvaises conditions des populations. Alors tu as embrayé sur le volet sanitaire, on pourrait repenser à toute la création du logement social dans les années 30 qui a eu vocation à apporter du bien-être et du confort dans les logements. Mais le coût social d'un logement qui n'est pas pensé en coût global, avec les gens qu'on désolvabilise parce qu'ils ont des problèmes d'entretien, qu'on rend incapables de se chauffer, à qui on n'arrive pas à faire vivre dans des conditions décentes, ce coût-là, on ne le mesure pas complètement, mais je peux vous promettre que la société le paye plusieurs fois. Et puis, parce que le champ vient de s'ouvrir, et que comme on est tous modernes, je vais reprendre à mon compte cette terminologie, le coût est-il global pour la planète? Implanter de magnifiques immeubles extrêmement bien réussis, y compris dans leur volet exploitation, mais s'ils sont au bout du monde et qu'on met 2 heures de bagnole pour y aller, le coût n'est pas vraiment global, et en tout cas, cette dépense-là, qu'elle soit en carbone ou en litre de diesel, elle se produira et elle aura des conséquences pour tout le monde. Alors pour moi, le coût global, c'est d'abord et avant tout une question qui doit se poser, c'est on mesure avec quoi? Alors dans ce bas monde, on n'a pas fait une meilleure unité de compte que l'euro. Pays étrangers, c'est d'autres monnaies. Mais ces dernières années, à chaque fois qu'on nous a parlé coût global et qu'on a laissé les ingénieurs avancer sur ce terrain, on nous a beaucoup parlé de kilowattheure. Je suis désolé, à l'aube de l'énergie chère, le kilowattheure économisé, c'est quand même traduit par une augmentation de facture pour la population. Et donc je pense que là aussi, le kilowattheure n'est pas une bonne unité de compte. Ce qui est nouveau dans les échanges qu'on a maintenant, c'est qu'on commence à calculer en carbone. Alors je lisais récemment, j'avais des petites soirées tranquilles, je lisais la BD de Jean Covici, Monde sans fin. C'est extrêmement intéressant parce que vous avez l'impression d'être intelligent en lisant ce livre. Tout est expliqué simplement avec des termes qu'on comprend très vite. Et on s'aperçoit que finalement, la méthode qu'il a inventée en calcul de consommation carbone, de bilan carbone, est extrêmement intéressante. Et que c'est sans doute, si on y ajoute un volet social, que je ne pense qu'il ne faut pas négliger, c'est sans doute le prisme par lequel on peut aujourd'hui approcher cette notion de coût global. Alors le coût global, si on veut l'apprécier sérieusement, il faut regarder le moment auquel on l'apprécie et la durée sur laquelle on l'apprécie. Si on prend 50 ans, on arrive peut-être à 70-30, entre la maintenance et le coût de fabrication. Si on prend 100 ans, je pense que l'équilibre va encore changer. Par contre, au bout de 100 ans, on l'aura rénové combien de fois l'immeuble? Et donc la question de l'ancien va se poser inévitablement. Et puis j'ouvre un débat. Je ne vais pas y répondre maintenant, mais 2 mots très à la mode, frugalité, sobriété. Est-ce que c'est compliqué de faire du coût global? Pas toujours. Par contre, je m'aperçois qu'on l'aborde souvent sous un volet ultra technologique.
comme si la technologie allait être la solution à tous nos problèmes. Je lisais dans la presse de ce week-end un alinéa qui disait que le gouvernement n'était pas d'accord pour dire que la mise en place d'une pompe à chaleur était une source d'économie d'énergie. Mettre une pompe à chaleur à la place d'une chaudière au fioul dans un immeuble pas isolé, ça ne sert absolument à rien. Ça fait juste que transposer une consommation de fioul en consommation d'électricité. Alors nous, on a, en tant que maître d'ouvrage, pas énormément d'expérience sur le coût global. Moi, ce que j'ai observé en coût global, d'abord, je l'ai plutôt vu dans la sphère publique, avec l'invention de ce qu'on appelait les contrats de PFI dans le temps en Grande-Bretagne, et qui sont devenus les conception, réalisation, entretien, maintenance, et qui sont très orientés sur des ouvrages publics, qui sont souvent des ouvrages complexes, et pour lesquels on a des dialogues extrêmement pointus et précis pendant la phase de conception avec des mainteneurs. Alors on a des conversations lunaires sur il faut que le couloir soit droit pour mieux nettoyer, ou au contraire, il faut le couloir et des recoins pour permettre le débattement des portes. C'est des trucs de spécialistes. Nous, ce qu'on a fait, c'est un projet modeste. On l'a fait dans le cadre de l'Action Tank Entreprise et Pauvreté, auquel notre société Link City Île-de-France, donc, est un promoteur qui dépend du groupe Bouygues Construction, dans lequel donc, nous sommes partenaires de cet Action Tank. Et on a fait un projet Astin, qui est un projet qui est calculé pour améliorer le reste pour vivre des habitants du projet. Donc on part plutôt sur des populations modestes, on est dans un univers de logement social, on est dans une acceptabilité de raisonnement qui est ouverte parce que le futur investisseur est un bailleur social et l'utilisateur est quelqu'un qui vit sous contrainte économique. Il est a priori avec des revenus modestes, il a des besoins de mètres carrés, des besoins de loger une famille avec 1, 2, 3 enfants, parfois en étant une personne seule ou parfois en étant en couple. L'expérience qu'on a menée là-dessus, c'est que c'est super compliqué de mener un projet en coût global. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la technique, mais il y a aussi de la sociologie. Il y a de la sociologie de l'occupant. Comment l'occupant va-t-il prendre en compte la réflexion de l'ingénieur sur la globalité du coût ? Comment il va maîtriser son envie d'augmenter le chauffage pour avoir l'impression d'avoir chaud ? Comment il va ouvrir ou pas ouvrir la fenêtre ? On est dans des trucs extrêmement basiques, et c'est la façon d'habiter qui rentre ici en compte. Et puis, il y a la sociologie des partenaires. C'est-à-dire que la meilleure façon de s'engueuler à plusieurs, c'est de ne pas être d'accord, et de mettre tout le monde sur un objectif commun avec des moyens et des approches extrêmement différentes. Donc vous pouvez être sûr que après plein de réunions, vous aurez du mal, énormément de mal, à faire converger les gens vers une espèce d'approche conjointe, commune, qui permet à tout le monde de comprendre pourquoi telle ou telle décision est profitable au coût global du projet, plutôt qu'une autre. Alors pour faire ça, déjà, l'équipe. Donc là, ici, on est avec des représentants, personnes qui travaillent dans le monde de la maîtrise d'ouvrage, chez les investisseurs, chez les utilisateurs, peut-être chez les constructeurs, un maître d'œuvre, un architecte de talent, parce que nous travaillons beaucoup ensemble avec François. Il faut vraiment que les gens apprennent à se parler. C'est ce que je dis, c'est une évidence. Mais on peut vite finir en cousinade qui se dégrade si jamais on ne trouve pas la bonne longueur de dialogue pour que le point de vue de l'un ne l'emporte pas sur le point de vue de l'autre. D'abord, c'est parce que même si l'un a raison, l'autre le vivra comme une frustration et il réservera son action suivante à rebours. Le deuxième sujet pour pouvoir faire un coût global intéressant, une fois qu'on a constitué une équipe qui a le même objectif, c'est d'avoir un bon thermomètre. Ça rejoint l'idée que je présentais tout à l'heure. Est-ce qu'on compte en euros ? Est-ce qu'on compte en kilowattheure ? Est-ce qu'on compte en carbone ? Est-ce qu'on compte en indice de bien-être ? Je n'ai pas complètement la réponse. On a choisi, nous, un prisme carbone quand on a fait notre projet, et un prisme euro pour déterminer le reste à vivre des habitants. Mais on n'a pas forcément cherché à consommer moins de kilowattheures. On a cherché à consommer mieux de kilowattheures. Pourquoi ? Parce qu'avec quelque chose d'un peu plus compliqué, qui consomme un peu plus, on évitait 2 contrats d'entretien parce qu'on avait une technologie plus simple. Et donc, pour le reste pour vivre des habitants, c'était meilleur. Donc vous voyez que le point d'observation du coût global est extrêmement important. L'autre problème du coût global, alors ça on est en France très bien sur ça, comme on est très créatif, on pense qu'il faut tout réinventer à chaque fois et on a beaucoup de mal à faire des projets répétitifs. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu la répétitivité des contrats cadres des années 70 où on concevait les bâtiments avec le chemin de grue.
Donc, inévitablement, quand on voit la qualité que ça a livré, on se dit que la répétitivité n'est pas toujours une solution, et l'industrialisation qui n'est pas encore rentrée dans nos projets pose d'énormes difficultés pour arriver à maîtriser ce coût global. C'est-à-dire que quand on a résolu un problème et qu'on l'a résolu avec un observatoire de la solution qui est efficace, on est meilleur. Et bien pour l'instant, cette répétitivité n'est pas acquise. Et puis, je vous l'ai dit, il faut une équipe, il faut trouver une façon de reproduire, et il faut surtout un alignement concepteur, constructeur, je rajoute industriel, contrôleur technique, utilisateur, exploitant. Je mets l'utilisateur, celui qui vit dans l'immeuble, l'exploitant, celui qui s'en occupe d'un point de vue technique et qui le répare. Alors le problème, c'est que chacun pense toujours que ces contraintes sont les plus importantes, et on a beaucoup de mal à aligner les points de vue. Donc là, on est dans un travail où il faut qu'il y ait un leader de projet. Ça peut être le maître d'ouvrage, c'est pas forcé. Ça peut aussi être des associations d'utilisateurs. On voit des projets qui se font autour de gens qui se rassemblent pour faire de la co-construction et qui s'associent en tant que maître d'ouvrage et qui sont des non-sachants. Ils ont besoin de bons conseils. Mais sans cet alignement des planètes, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire en conclusion, et puis après on va avoir l'opportunité d'échanger. La question c'est, est-ce que c'est une opportunité le coût global? Moi je dis non. Je dis que ce n'est pas une opportunité parce que ça va devenir la règle. À partir du moment où ça devient la règle, ce n'est pas le coût global qui va amener de la valeur. C'est ce qui ne sera pas en coût global qui va en perdre. Alors je prends un exemple très simple. Il y a 10-12 ans, on nous servait les bâtiments basse consommation, les fameux bâtiments BBC. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en a pas vendu un plus cher que ce qui valait par rapport au prix du marché. Par contre, tous ceux qui n'étaient pas BBC ne se vendaient plus. Donc les bâtiments qui demain ne seront pas pensés en coût global, et donc pour l'instant ceux qui ne sont pas pensés en coût carbone intégral, vont perdre de la valeur. Et c'est cette perte de valeur qui va amener tous les acteurs à trouver cet alignement d'intérêt pour aller vers cette solution. Alors moi, pour l'instant, j'ai quand même une petite difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une production infime. Alors en résidentiel, c'est très très peu. En immobilier tertiaire, c'est un peu plus, parce que beaucoup d'investisseurs se sont penchés sur le sujet. Il y a même un projet actuellement, j'ai oublié le nom de l'investisseur, mais qui propose à un utilisateur de participer à la construction d'un futur immeuble de bureau, à condition qu'il participe à tous les choix techniques intermédiaires qui vont permettre d'optimiser le coût global. Et donc, il faut lui faire accepter à l'utilisateur, par exemple, la suppression de la climatisation dans un immeuble tertiaire. Alors, dans cet immeuble-là, je pense qu'il est climatisé. Et donc, c'est pas gagné. Alors aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, comme le disait un peu François, qu'on ne maîtrise que les 2-3% de montage, conception, un petit peu les 25% de construction, et encore, on délègue beaucoup aux constructeurs à l'acte de le faire, même en étant un maître d'ouvrage précis et volontaire, et que pour le coup, on laisse la main à un tiers inconnu qui, dans le meilleur des cas, est un exploitant sachant, donc un bon investisseur qui va utiliser son immeuble, qui des fois est un propriétaire occupant qui va verser dans d'autres considérations, et on sait ce que c'est que les considérations de copropriété. Donc l'habitant sera-t-il capable de prendre en main les règles de bon fonctionnement d'un immeuble en coût global? Moi j'ai confiance en l'avenir, je pense que oui. Je pense parce qu'avec des outils de sobriété, de modestie, en essayant de faire des projets peut-être moins complexes et un peu plus répétitifs, on doit être capable d'avoir des solutions qui se présentent pour tous et qui soient accessibles à tous. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez amené une notion de coût global, coût carbone, qui est hyper intéressant, qui est en avance. C'est-à-dire que même si cette notion de carbone commence à être intégrée dans notre vision de comptabilité, le considérer comme une action de coût carbone est assez intéressant, qui est assez innovante. C'est pour ça que je voulais faire cette transition sur l'innovation, parce que Florence, comme vous êtes responsable d'innovation de la Fédération des coopératives HLM, et finalement, quel intérêt pour vous pour cette notion de coût global pour un bailleur social? En tout cas, vous avez présenté tout ça. Oui, je vais peut-être prendre juste 2 secondes pour représenter les COP HLM, parce que effectivement, c'est peut-être pas la structure la plus connue autour de la table aujourd'hui. Les coopératives HLM, c'est 165 structures, organismes HLM sur le territoire. On a la particularité de faire très peu de locatif social par rapport à nos confrères des offices publics ou des entreprises sociales pour l'habitat. On réalise surtout de l'accession sociale, et historiquement, c'est notre cœur de métier. Donc l'accession sociale, c'est de la promotion, on pourrait dire, mais qui s'adresse à un public particulier, un public sous plafond de ressources, et avec un produit sous plafond de prix, mais aussi avec d'autres particularités.
On a aussi la particularité de travailler dans l'accompagnement dans le temps des copropriétés. On a le métier de syndic en propre. Donc on va vraiment être présent sur un nombre d'étapes, un nombre de métiers de l'immobilier et de la gestion qui est importante. Et surtout, chaque coopérative va pouvoir faire ou pas chacun de ces métiers. Ce qui veut dire que nous, en tant que fédération, on va être obligés de s'intéresser autant à la gestion de la copropriété qu'à la production de logements neufs. Donc ça nous oblige un petit peu à être assez ouverts, à être assez, avoir une vision un peu globale de la gestion de nos bâtiments par rapport à des structures plus spécialisées. Ce que je voulais dire aussi, un petit mot, c'est que nous sommes donc des coopératives, ça veut dire qu'on a une structure de gouvernance qui répond à des règles éthiques, à des règles morales. Coopérative, ça veut dire qu'il y a des gens qui participent, ces gens-là, ça va être les locataires ou les accédants. Ils ont le droit de prendre des parts sociales et après de venir en assemblée générale, de râler, mais aussi de proposer de nouveaux projets ou d'être de vrais partenaires pour les structures. Et tout le défi, ça va être de bien les associer, de créer une vraie émulsion entre tout le monde pour faire fonctionner ça. Et ça se rapproche du coup global au sens où on est sur ce raisonnement de lien, de travail dans le temps et de travailler ensemble. Ce facteur de l'équipe, ce facteur d'associer le monde, on l'a nous au cœur de notre structure, même dans nos statuts, même dans nos partenaires au capital. Et on travaille avec les collectivités locales, on est sur les territoires, on les a à notre capital aussi, on rend des comptes aux élus très couramment, dans le cadre de leur programmation aussi des politiques locales de l'habitat, etc., puisqu'on est des partenaires en tant que secteur HLM proche du secteur public. Quand on fait de l'accession sociale, on raisonne un petit peu naturellement en coût global parce qu'on a la question du coût de l'achat et du coût de la gestion qui sont inhérents. On va avoir des ménages qui ont des mensualités qui vont être réduites. Il faut qu'ils puissent se payer le crédit immobilier qui leur permettra d'acheter le bien. Sinon, ça ne sert à rien de produire, on ne pourra pas produire si on ne respecte pas ce prix de sortie limité. Et limité et souvent en dessous du marché, sinon on n'est pas dans notre vocation sociale, donc on a une contrainte particulièrement élevée. On doit aussi faire attention à la gestion dans le temps, parce qu'on va potentiellement être le syndic de copropriété, il va falloir que les ménages soient en capacité de faire face à leurs charges de copropriété. Et pas uniquement à celles qu'on aura calculées, mais à celles qui vont réellement payer, en intégrant effectivement les coûts d'entretien, les coûts de la prestation de maintenance, qui ne sont pas forcément... Alors, il y a quelque temps, on disait aussi lisible ou prévisible. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que le coût de l'énergie est lui-même prévisible. Mais en tout cas, maintenant, on cumule les deux incertitudes parfois. Et enfin, en tant que coopérative HLM, on intègre aussi le coût de l'échec. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire qu'un ménage qui va faire l'achat de sa vie pour devenir propriétaire de sa résidence principale, si jamais ça ne fonctionne pas, pour lui, c'est le drame. C'est-à-dire qu'il peut finir surendetté, c'est le parcours résidentiel lorsqu'il se passe mal, c'est la fin d'un développement personnel et d'une situation familiale potentiellement dramatique. Donc, les coopératives HLM, comme les organismes HLM, proposent la sécurisation. On s'engage à racheter de manière à couvrir le risque par rapport au crédit, par rapport à la banque. On s'engage éventuellement à reloger dans le parc social si jamais le ménage est sous plafond de ressources et permet l'attribution. Mais en tout cas, on va permettre à ces gens-là de réellement essayer de devenir propriétaires sans en prendre les risques. Et c'est ce risque sociétal qu'on évoquait au début. Pour nous, effectivement, ce raisonnement en coût global, il ne peut pas s'arrêter à la question de savoir si l'investissement en euros ou en kilowattheure ou en carbone, il est plus important. C'est forcément multifactoriel. Et ça doit prendre en compte aussi des enjeux sociétaux et sociaux pour les ménages. Inutile de se dire que ce logement à 1 million sur 150 millions d'années, il sera plus rentable ou plus économique. On n'y est pas du tout. Il faut aussi qu'il fonctionne aujourd'hui avec le critère actuel. Après, moi, je voulais quand même apporter aussi une nuance sur la notion de coût global. On raisonne, on essaie de l'étendre. En réalité, aujourd'hui, l'immobilier répond à un enjeu de coût global financier. C'est-à-dire que les placements dans l'immobilier se font aussi en comparaison avec des placements financiers dans d'autres produits. Et ce qu'on a vu, c'est que la bulle immobilière qui a pu se créer récemment, elle s'est aussi constituée dans des conditions où l'immobilier est devenu un produit davantage concurrentiel d'autres produits financiers.
il était suffisamment rentable pour attirer plus d'investisseurs, donc les prix sont augmentés. Et c'est en réalité un des gros facteurs d'inflation des coûts de l'immobilier aujourd'hui. Ces coûts de l'immobilier, ils n'ont pas profité à un raisonnement en coût global qui permet de faire des économies de charges ultérieures. Effectivement, la RE 2020, en obligeant à un raisonnement normatif de performance environnementale, lui, conduit à une certaine amélioration. Mais en réalité, c'est avant tout les coûts fonciers qui ont permis d'être augmentés par l'évolution des coûts de l'immobilier. Et dans un raisonnement en coût global, on ne peut pas se passer du raisonnement sur ce gisement foncier, parce que si on n'arrive plus à boucler l'équation, on n'arrivera plus à aller chercher le foncier, on n'arrivera plus à produire. Et là, l'équation en coût global, elle est dramatique sociétalement. Mais que si on raisonne uniquement en essayant d'augmenter un prix de sortie, en essayant de mieux valoriser certaines particularités de nos logements, on risque aussi de créer un effet d'aubaine pour aller chercher des fonciers plus chers, et finalement, cette captation de valeur, on ait du mal à la conserver dans un produit plus qualitatif, et qu'elle ne parte pas dans d'autres biais qui, à mon avis, sont traditionnellement cet enjeu du foncier. Et c'est bien tout le défi du ZAN, hein, c'est d'aller chercher des produits en centre-ville qui aujourd'hui ne sont pas équilibrés malgré la cherté de l'immobilier, aussi pour des enjeux fonciers. Parce que quand on est propriétaire même d'une ruine en centre-ville, on sait la valeur qu'a cette inflation-là, et on ne permet pas aujourd'hui de déboucler ces opérations-là. D'où l'enjeu, effectivement, pour moi, de raisonner aussi dans les échanges qu'on va avoir, hein, sur la force de la norme, la RE 2020, et sur la manière dont sociétalement on peut arriver à accepter aussi de qualifier de la valeur ajoutée dans le coût global, technique, performance environnementale d'un produit immobilier par rapport à une plus-value foncière. Oui, je veux bien rebondir. Bon, David a raison quand il dit qu'il faut une chaîne d'acteurs avec des objectifs clairs. Moi, j'essaie de le mettre en œuvre, mais il faut reconnaître une chose, c'est que le temps du projet n'est pas le temps de l'innovation. Parce que dès qu'une opération part, il y a le sablier qui s'écoule, il faut couper le ruban, il faut que le maire puisse couper le ruban à telle date. On n'a pas le temps de se poser, de s'asseoir et de réfléchir ensemble. C'est pour ça que moi, j'ai toujours fait à côté de mon activité d'architecte des contrats de recherche sur ces domaines-là. Moi, ça fait 40 ans que je radote les mêmes sujets, que je balaye, je creuse le même sillon. Bon, je vois que ça progresse, mais bon, voilà, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment innover dans un projet, c'est avant le projet qu'il faut avoir préparé et suggéré l'innovation. La deuxième chose, c'est rebondir sur le sujet du périmètre. J'ai dit tout à l'heure que l'échelle de la parcelle, c'est bien, bon, mais c'est très très limité comme terrain de jeu. Et puis d'abord, j'ai souvent fait le reproche à mes amis promoteurs, qui soient bailleurs sociaux, je travaille aussi bien pour les bailleurs que pour les privés, dis donc, j'ai jamais vu dans ton programme une ligne me disant qu'il faut que je conçoive un bâtiment qui peut-être dans 20-30 ans devra être reconfiguré parce qu'on ne sait pas comment la société aura évolué. On n'a pas prévu tous ces divorces, toutes ces machines, ces familles recomposées, bon, voilà. Donc, il y a, dans la fabrique du programme, il y a des intentions à mettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le redécouvre grâce à la RE 2020, ces notions de résilience, de flexibilité. Donc, ça rebat les cartes. La France, qui est sous le joug d'un lobbying du béton depuis la reconstruction, n'a pas construit le logement résidentiel, que ce soit d'ailleurs l'individuel ou le collectif, d'une manière aussi agile que nos amis européens du Nord ou du Sud. Nous, c'était béton penché, béton penché, béton penché. Voilà, chemin de Gaulle, enfin tous les trucs qu'on a vus. Ailleurs, le logement se fabrique d'ailleurs le bureau en France, en poteau dalle, poteau poutre. Ça, c'est de la flexibilité. Et aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, au voyage des Jeux Olympiques, ils sont en train de faire un projet en parallèle foncier logement qu'on a livré, nous, déjà, ça fait 12 ans, au foncier logement, à Cergy, basé sur une structure poteau-dalle, béton. Pour moi, la clé du succès, c'est le bon matériau, bon endroit pour le bon usage. Et pas être ayatollah du tout bois. Pourtant, je pense être le seul architecte à avoir fait plus de 1000 maisons en bois et en modulaire 3D, donc de l'innovation avec Beneteau. Mais vouloir faire du tout bois, du tout acier, du tout béton, c'est la gesticulation intellectuelle. Donc, c'était pas évident. Aujourd'hui, c'est une voie royale. Le village des Jeux Olympiques se fait comme ça. On fait du logement. On l'avait fait il y a plus de 13 ans, donc c'est-à-dire conçu il y a 16 ou 17 ans. Poteau dalle, béton, structure bois rapportée. Je
pourrais citer ce qu'on a fait ensemble à la Place de la Nation, on a bouché la dent creuse, c'est du bois, au-dessus du magasin Casino, il y avait une dent creuse, on a fait une auberge de jeunesse, c'est du bois, précision millimétrique, la Place de la Nation, elle est ronde, le bois, le CLT, ça s'arrondit pas, donc il fallait trouver des astuces, qui ont été trouvées. Cage d'escalier en béton. Je sais que tes confrères se font une gloire d'avoir fait une cage d'ascenseur, une cage d'escalier en bois, mais quelle hérésie, c'est payer 3 fois le prix d'une... Bon, bref. Donc, bon matériau, bon endroit. Mais ça se prépare, cette innovation. Je veux dire, c'est pas comme ça, on découvre un programme, tout d'un coup, on dit, tiens, on va être intelligent ensemble. Dernier propos, je vais revenir sur le périmètre, et puis sur les modes de financement. Parce qu'en fait, je crois que tout le monde veut bien faire. Tout le monde veut bien faire. Alors, qu'est-ce qui nous interdit de bien faire? Eh ben, moi, je vise l'État et le banquier, qui sont les deux grands fauteurs de troubles. Les formes urbaines dont nous héritons aujourd'hui et sur lesquelles nous dépensons des milliards pour les remettre, ce n'est pas les architectes et les urbanistes qui les ont dessinés, c'est l'État avec ses modes de financement, les chalandonnettes ou les grands ensembles. Alors, ça répondait à chaque fois à un besoin. Puis il y avait l'urgence. Donc, ok. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? On parlait de la valeur de cette maison en centre-ville. Donc, ce jeune ménage qui a compris qu'il pourrait avoir une vie meilleure et tout en participant à l'effort national de revitalisation de son bourg, l'effort local. Il va voir son banquier et dire voilà, moi j'ai la maison, c'est voilà, une petite maison là qui est bien coincée ici, bien située, 100 000 €. Bon, on a 30 000 € de travaux. Attendez, le banquier regarde, non, vous dépassez 33% d'endettement. Donc non, je ne peux pas vous financer. Mais allez là-bas, à 10 km, il y a un lotissement, vous avez la 100 000 €, la maison à 100 000 €, tout compris. Le banquier, il n'a jamais expliqué qu'il fallait faire 2 pleins d'essence dans les 2 voitures, voire les 3, que les taxes ordures ménagères, ramassage scolaire, etc., les coûtaient plus cher en l'étalement urbain. Et bien ça, c'est une fabrique de gilets jaunes. Parce que rappelez-vous, on a fléché ces gens-là qui auraient pu participer. Quand le banquier dit vous dépassez 33% d'endettement, il se trompe. C'est dans le cas où il les envoie à 10 km du village qu'il les emmène à un ratio voilà. Donc, c'est ce manque de clairvoyance et d'intelligence dans le financement du logement. Et je ne jette pas la pierre ni aux bailleurs, pas bailleurs, l'accession sociale, mais enfin, ni aux bailleurs, ni aux promoteurs, parce qu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Moi, au début, je disais quand même, vous êtes des voyous, quoi. Voilà, bon. Mais non, ils sont pour rien. Ils sont pris dans la nasse d'un mode de financement. Si on construit, parce que la qualité a toujours un coût un peu supérieur, en coût instantané, hein, pas en coût global. Si on construit un peu mieux, le promoteur me dit maintenant, mais moi, avec le prix du terrain, qui est un sujet aussi très important, je n'ai pas de clientèle à ce prix de sortie. Et le bailleur me dit, ben moi, je ne peux pas, ils ne peuvent pas payer ce loyer. Voilà. Donc, en fait, nous, on peut s'auto-flageller, on peut progresser, mais tant qu'on n'aura pas repensé le mode de financement du logement, je ne vois pas, malheureusement, de porte de sortie rapide. Je jouais pas, je fais un... Non. Alors, vous avez parlé des acteurs qui pouvaient être à retravailler, en tout cas pour reprendre cette notion de coût global. Est-ce que les collectivités peuvent avoir aujourd'hui un rôle dans tout ça? Alors, vous avez parlé de revitalisation des centres-villes. Les maires sont en première ligne. Notamment pour éviter cette notion d'étalement urbain. Je sais pas si... Alors, la réponse est simple. Les maires sont en première ligne. Je confirme notamment ce que vient de dire François, pour une raison toute simple, c'est eux qui délivrent le permis de construire. Et aujourd'hui, on a quitté le champ de l'urbanisme réglementaire pour rentrer dans un urbanisme négocié. Donc, les projets sont ce que les promoteurs, les architectes, les bailleurs, les investisseurs en font dans le cadre autorisé par la relation avec la collectivité. Ça peut être très positif. Il y a beaucoup d'endroits où les chartes promoteurs ont amené une maîtrise des plis de sortie, ont solvabilisé des territoires, ont empêché des inflations de territoire. Moi, je prends un exemple, je construis encore sur la commune d'Ivry-sur-Seine. À Ivry-sur-Seine, on fait des projets ambitieux, on fait des projets de qualité, on fait des projets qui sont
pensés pour que les habitants puissent, entre guillemets, continuer à se les offrir. Et donc, ça marche très bien. Il y a d'autres endroits où l'inflation d'exigences, alors je ne vais pas parler d'exigences environnementales, moi je ne trouve pas que c'est une inflation, mais d'exigences qui ne relèvent pas de l'appréciation technique, du genre je veux des grands logements. Je comprends pourquoi on veut des grands logements, pour loger des familles. Mais si le prix du marché d'un territoire fait que le grand logement est un logement qui ne peut pas être payé par les gens qui y habitent parce que ça coûte trop cher, et donc le promoteur ne fera pas de grands logements parce qu'il n'arrivera pas à les vendre. C'est aussi simple que ça. Et donc, je rejoins entièrement ce que dit François. La pression du marché, qu'on subit un peu, qu'on entretient beaucoup, parce qu'on essaye d'y répondre avec des raisonnements extrêmement simples et extrêmement rapides. Mais la pression du marché fait qu'on conçoit et qu'on construit des projets à certains endroits qui, on se dit que là, ça va se vendre, on se dit que ça va bien marcher, on se dit qu'on va trouver un investisseur, on va trouver des locataires, mais parfois on construit des projets qui ne sont pas contre-emploi. Moi, je ne connais pas de projet d'habitation vide. Je n'en connais pas. J'en connais presque pas aujourd'hui avec du stock dur. Il y a des projets de promoteurs où ils ont chantier livré, 30% des appartements pas vendus, enfin, ça n'existe pas. Par contre, je constate beaucoup d'endroits où il n'y a pas adéquation entre le besoin et l'offre. Le Pinel. Le Pinel est un exemple. Moi, je vais prendre un exemple un peu plus tordu. Le projet que nous avons fait en global à Stein, on a dû se battre. Enfin, je ne suis pas psychiatrice, hein, mais on a dû échanger avec des arguments extrêmement pointus avec les services du financement du logement, parce qu'on nous demandait tant de studios, tant de 2 pièces, tant de 3 pièces, tant de 4 pièces, et si on n'avait pas exactement la typologie qui allait, eh ben, on n'était pas éligible à l'optimisation du prêt plus, du prêt PLS ou du prêt PLAI pour l'exploitant. Alors que nous, ce qu'on voulait, c'était répondre à la sociologie de la commune, qui détectait un besoin important de petits logements pour des familles monoparentales avec un enfant, et qui ne pouvaient pas se payer le 3 pièces, parce qu'une famille monoparentale, un homme ou une femme seule, avec un enfant, ben, dans la pratique classique de la location, c'est un 3 pièces, ils n'en ont pas les revenus. A contrario, on avait besoin de petits logements compacts pour loger des gens âgés, qui retrouvaient une vie collective et qui quittaient souvent des appartements trop grands, et qui n'étaient pas en perte d'autonomie, mais simplement souvent après un décès dans des difficultés de vie de tous les jours, quoi. J'ai vécu toute ma vie à 2, et là je suis tout seul, c'est compliqué. Vous avez tous des parents, des grands-parents à qui ça peut arriver. Et à contrario, il nous était impossible de construire des très grands logements pour des familles nombreuses, parce que ça ne rentre pas dans les cases. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Et donc la simple proportion de logements qu'on fabrique en coût global, donc on a optimisé le reste pour vivre des différents habitants, on a optimisé les moyens de financement, on n'a pas forcément mis des logements pas chers, puisqu'on avait du PLS, le PLS c'est le niveau de loyer le plus élevé du logement social, on n'a pas forcément mis des logements pas chers, par contre on a créé des logements qui avaient la bonne typologie avec le bon loyer pour accueillir la bonne personne au bon endroit. Ça évite à la collectivité une queue qui ne se videra jamais de demandeurs de logements sociaux qui ne trouveront jamais l'offre adaptée à cause de leur typologie de sociologie et de typologie familiale. Et donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en économie sur 50 ans, si vous les avez, ces gens-là, tous les jours, devant votre bureau en train de chercher quelque chose, vous allez avoir un coût de prise en charge qui n'est pas dans le coût global de l'immeuble, mais il est dans le coût global pour la société. Donc la vision sanitaire, elle existe, la vision sociale, elle est là. Certes, il y a cette vision technique, il ne faut pas s'y ranger complètement. Ensuite, je vais réagir à un sujet sur le foncier. Alors, le foncier, c'est une denrée. Alors, elle n'est pas si rare qu'on veut bien le dire, elle est juste chère. Hein? Alors, vous me direz, ce qui est rare est cher. Oui, c'est pas complètement faux. Mais elle est juste chère, et sa cherté la rend incompatible avec un certain nombre de prises de décision globales. Mais il est nécessaire de trouver des moyens modernes de régulation de tout ça. Alors, il faut faire attention à ce que je dis, je ne parle pas du call-cause, hein, il ne s'agit pas de tout contrôler, mais il faut forcément un peu de régulation dans tout ça, un peu de raison. Alors, pourquoi on voit souvent des projets innovants dans le monde de gens raisonnables? Parce que quand ils intègrent d'autres critères que simplement l'exigence instantanée ou la survie, hein, je dois absolument faire cette affaire parce que sinon je n'équilibre pas mon équipe. Ben, quand on commence à être un peu raisonnable, on fait des choses raisonnées.
Merci. Alors, je vois le temps passer et j'imagine qu'il y a un certain nombre de questions, dans la salle, mais aussi derrière votre écran. Moi, j'en ai une. Comme ça, il n'y a pas de... Comme ça, si jamais personne. Comme ça, ici, il n'y a pas de question. Moi, il y a une question. Vous avez parlé d'innovation. Voilà. Vous avez parlé d'industrialisation. Vous avez parlé de modulaire. Hors site, on pourrait dire la construction hors site. Oui, bien sûr. Vous avez parlé de réhabilitation, d'énergie Sprong, des rénovations énergie Sprong, qui permettraient finalement d'avoir cette vision de coût global en intégrant un certain nombre d'actions au préalable. On pourrait parler d'économie circulaire, de biosourcée, de réversibilité, de flexibilité. Quelle est pour vous l'innovation qui sera à prendre en compte pour que cette notion de coût global puisse se développer? Ah, j'ai une main se lever. C'est ouvert, hein, n'hésitez pas à parler. Pour moi, la réponse, elle est changeons de braquet, travaillons à l'îlot. Le maire premier de cordée. On a un sujet, on ne peut pas laisser mourir ces bourgs ou ces cœurs de ville. Faut qu'on arrête, faut qu'on répare ces bêtises qu'on a tous commises. Hein. Tout le monde voulait le centre commercial à quelques kilomètres, c'était tellement plus moderne, ça venait des États-Unis. Ça ramenait de la taxe foncière, enfin on voyait que des bénéfices. Personne n'a pensé qu'au même moment, on allait flinguer, ça mettrait 10, 15, 20 ans, mais qu'on allait flinguer tous les commerces. Donc du coup, les habitants, pourquoi aller en centre-ville, retaper des vieilles maisons, puisque de toute façon, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Donc hop, on va dans le lotissement. Bon, comment réparer tout ça maintenant? Il faut qu'on convainque les élus de prendre leur part de travail. Nous, on saura suivre, on saura trouver les solutions. Si vous résolvez à l'échelle d'un îlot, un nouveau métier pour les promoteurs, parce qu'avec le ZAN, vous n'allez plus faire des Belzac et des machins à tire-larigot. Hein. Il faut réinventer vos métiers. On a besoin de sachants, d'opérateurs qui sauront être le leader de cette requalification d'îlot. À l'échelle de l'îlot, on peut devenir intelligent, contrairement à l'échelle de la parcelle où le terrain de jeu étant trop limité, ça limite les ambitions. À l'échelle de l'îlot, on peut faire de la biodiversité, de l'économie circulaire, du ZAN, des densifiés par-ci, redensifiés par-là, amener de la modernité avec énergie Sprong, de la préfa, mais aussi rééclairer les gestes anciens et trouver la gouvernance pour agiter tout ça, avec le maire qui doit être le fer de lance. Cette idée-là, on la développe tranquillement à notre rythme. Ça s'appelle Opérae, Opération de requalification architecturale, environnementale et urbaine. On la développe avec le Club de l'innovation de l'habitat et on démontre qu'à la sortie, on peut faire du moins 15, moins 20% pour l'acquéreur ou le loueur final, parce que l'effet mutualisation, non seulement rend intelligent, mais fait des économies d'échelle importantes. Quand je vois, alors tout ça à condition que je sois largement appuyé, c'est un autre de mes dadas, sur le numérique. Alors vous connaissez le BIM, hein, Building Information Model, donc au niveau du bâtiment, le CITI, SIM. Nous, on a inventé le KIM, quartier intelligent modélisé. C'est vrai qu'avec le numérique, on peut d'abord éviter le travail en silo, éviter les redondances, éviter les pertes de temps et d'argent. On peut capitaliser. On peut d'abord et surtout faire connaître aux parties prenantes les maîtres, ce qu'on appelle les maîtres d'usage. C'est leur vie, c'est leur nouvel plaisir d'habiter ce village ou ce centre-ville. On peut leur faire partager grâce au numérique et leur faire comprendre. On peut gagner un temps fou dans la concertation. Il ne s'agit pas de bâcler, au contraire, mais il faut l'enrichir. Et puis, on va pouvoir qualifier toutes ces informations, faire des simulations, voir justement, issu du bas carbone peut-être, mais là, des kilowattheures plus intelligents. Enfin, on peut faire plein de choses avec la simulation appuyée sur du numérique. Puis à la fin, on peut aussi éviter de se faire piquer nos données par les GAFAM, hein, qui vont après nous les revendre pour qu'on bosse avec. Donc on peut sanctuariser tout ça et tomber dans la gestion prédictive. La gestion prédictive coûte 3 à 10 fois moins cher que la gestion curative ou la gestion en catastrophe. Quand vous devez changer une chaudière où il y a un réseau qui fuit, c'est le prix fort forcément, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Bon, bref. Donc moi, je suis plein d'espoir pour vous. Si vous voulez bien vous pencher sur... Parce que là, il y a, de toute façon, il y a 100 ans de travail hein, pour requalifier, mettons même 50 ans. La stratégie bas carbone, neutralité carbone horizon 2050, on peut y arriver si tous les maires et les professionnels se mettent sur ce chantier de la requalification, non pas de l'immeuble, mais des îlots. Voilà. Avoir une vision plus globale. Oui. J'ai peut-être une proposition à peu près aussi simple.
moi je propose de re-questionner un peu la place de l'habitant, de l'usager, hein, de cette maîtrise d'usage. On est aujourd'hui un petit peu dans la terreur, dans le diktat, hein, on va lui dire justement quelle est la bonne typologie dont on a besoin sur cet immeuble-là parce que la ville le sait. Aujourd'hui, avec le numérique d'ailleurs, on a une possibilité effectivement pour que les gens soient un petit peu plus libres, puissent participer à une échelle plus intelligente peut-être, ou en tout cas en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Et je pense que là-dessus, on a encore tout à inventer pour ne pas non plus tomber dans l'hérésie de leur demander de tout décider ou de prendre les bonnes décisions alors qu'ils ne sont qu'utilisateurs, ne connaissent que eux leurs besoins, mais de s'appuyer sur leurs besoins et de voir comment ensemble on peut travailler à quantifier ça en termes de conception, en termes de besoins de travaux, en termes de programmes, comment on en échange entre nous. Et je pense que là-dessus, il y a un travail pour les associer en amont, il y a aussi un travail pour les associer en aval sur ne pas livrer les clés d'un bâtiment en demandant aux gens de se débrouiller du jour au lendemain, mais les accompagner sur quelle sera la gestion, leur permettre de prendre les bonnes décisions, et que tout ça c'est de la pédagogie, mais ça s'apprend aussi, tout comme aujourd'hui le numérique nous a permis souvent de se passer du mode d'emploi qu'on avait, quelle est demain la manière dont on va inventer une manière de travailler avec les habitants, puisqu'on est en résidentiel, pour ne pas qu'ils aient besoin de mode d'emploi, pour pas qu'ils aient l'impression d'avoir manqué le mode d'emploi de leur logement demain. Et la solution en promotion. J'ai combien d'heures pour répondre là? Il y a le cocktail derrière. Il y a le cocktail derrière, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, moi je rejoins complètement ça. Je mets juste un bémol, effectivement. Mes modestes expériences sur la concertation ne se sont pas toujours avérées concluantes. Pourquoi? Parce que l'esprit de concertation est très intéressant, mais on n'arrive pas à faire venir l'ensemble de la population. On fait plutôt venir ceux qui ont envie de se plaindre. Et ça, c'est un problème parce que ça dégrade considérablement la qualité de la concertation qu'on peut avoir. Nous, on a mis en place un système de jeu qui permet de faire des concertations sur un mode ludique. C'est un jeu qu'on a développé qui s'appelle CityPlay, dans lequel vous demandez à différents habitants de bloquer un après-midi, non pas pour écouter le maître d'ouvrage, l'aménageur ou l'architecte vous exposer son projet, mais plutôt pour distribuer des rôles, où vous demandez à chacun d'entre eux de dire toi tu vas être le commerçant, toi tu vas être la mère de famille, alors des fois vous tombez sur un retraité, un monsieur très âgé, tu vas être la mère de famille qui va emmener des enfants à la crèche. Et en donnant ces rôles aux gens et en leur faisant participer à ce jeu de rôle où on fabrique le quartier, on s'aperçoit que finalement, on obtient des réactions extrêmement différentes. Déjà parce que vous mobilisez les gens sur un temps long, il faut compter un après-midi pour le faire, sur un temps actif. Ils ne sont pas juste en réaction de ce qu'on leur présente, ils sont en action, ils sont en décision. Ils ont des propositions à faire. Celui qui a le rôle du commerçant, il doit expliquer... alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un commerçant, par contre, ce qui m'embête, c'est mes livraisons. Voilà. Et donc, on n'a pas de problème de coût global avec la camionnette de livraison qui vient bloquer tous les jours la rue et qui empêche tout le monde de se trimballer, parce qu'on a pensé la livraison dans le projet. Ça, c'est un exercice qui est intéressant, c'est un exercice qui est compliqué à monter, parce que les gens, pour les faire venir à une concertation et obtenir de la créativité, obtenir le meilleur de la population finalement, obtenir des avis, obtenir des réflexions, il faut les emmener sur un temps long et sur un temps d'échange. Ça nécessite aussi d'impliquer beaucoup les collectivités. Les collectivités sont souvent impliquées, à mon avis, trop tard dans les projets. Moi, je bats ma coupe, j'en suis aussi responsable, mais il n'est pas facile d'entrer en relation avec une collectivité pour parler d'un projet, souvent parce qu'il y a deux styles de projets sur un territoire. Il y a le projet dont la collectivité a l'initiative et il y a le projet dont vous avez l'initiative. Ça change tout. Si vous avez décidé de développer un projet, que ce soit à la parcelle ou à l'îlot, à l'opposé du quartier où le maire a imaginé le développement de sa commune, vous n'êtes pas bien, quoi. Et même si votre projet il a du talent, même si votre projet il est de qualité, même s'il est pensé en coût global, comme vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, forcément vous n'y arrivez pas de la même façon que quand vous êtes dans un projet que je vais qualifier de plus fléché, où vous êtes déjà sur une ambition, une réflexion portée par la collectivité, et où cette dernière est en mesure, parce qu'elle a déjà pensé le lieu, parce qu'elle a déjà pensé l'action, de vous apporter un éclairage et un échange qui donne de la valeur, qui construit le projet avec elle. Donc effectivement, il y a pas mal de sujets là-dessus. La maîtrise d'usage, c'est un joli mot, plusieurs mots qui forment un concept, mais
cette maîtrise d'usage, c'est un concept quand même nouveau, qu'on a d'abord vu arriver, nous, comme je le disais tout à l'heure, dans les marchés publics de conception-réalisation, où on nous expliquait que fabriquer un hôpital, c'était pensé comme l'aide-soignante. Et c'est certainement vrai. On n'a pas encore trouvé cette solution-là, pour une raison toute simple, c'est qu'on n'est pas tous aides-soignantes, on n'est pas tous chauffeurs de bus, mais par contre, on est tous habitants. Il n'y a rien de pire que d'aller voir un cuisiniste en disant qu'on sait ce qu'on veut. On se ferme tout de suite la porte de la compétence du cuisiniste, qui a peut-être quelque chose d'intelligent à proposer. Mais en fait, on a tellement l'habitude d'avoir une cuisine comme on la souhaite, qu'on se ferme la porte de celui qui sait. Et on a ce problème-là dans nos métiers, c'est qu'on on habite tous quelque part. Donc on sait ce qu'on ne veut pas, et on sait ce qu'on voudrait. Alors, celui qui sait ce qu'il voulait, il l'a déjà souvent. Mais c'est vraiment une particularité propre au monde du résidentiel. On réagit beaucoup en fonction de notre expérience, donc de la vie qu'on a menée quand on était jeune. On fabrique la chambre de nos enfants avec deux choses, l'idée qu'on avait de la nôtre et le catalogue Ikea. Voilà. Et derrière ça, on fabrique beaucoup de nos projets par ce biais-là. Je dois dire que c'est très compliqué de demander à mes responsables de programme, à mes équipes de développement, de penser le logement autrement que pour eux. C'est extrêmement dur. Et donc, quand on leur demande de réfléchir avec des équipes transverses, je rejoins toujours cette idée d'équipe, quand on leur demande de réfléchir avec des équipes transverses sur ces sujets-là, on a parfois des réactions extrêmement bizarres. Des choses, des côtés un peu casaniers, des pratiques, des habitudes. Moi, je pense que pour être bien, ça doit être fait comme ça. Et donc, on se ferme un peu la porte. C'est la raison pour laquelle on construit en béton banché. C'est parce que quand vous demandez à tous les constructeurs de la place de Paris comment il faut faire un immeuble, ils vous amènent une grue et une branche. Là, il n'y a pas de problème. Et la structure du poteau-poutre qu'on voit beaucoup à l'étranger, elle pose un problème. Quand vous avez une structure en poteau-poutre, il faut apprendre à loger le poteau dans l'appartement. C'est un savoir-faire de mettre un poteau au bon endroit. Il n'est pas juste posé là par la structure, il faut aussi qu'il s'intègre dans le séjour, qu'il s'intègre dans la salle de bain. Dans les pays étrangers, c'est marrant, ils ont du poteau-poutre depuis des années, vous ne les voyez pas les poteaux. Et chez nous, ils finissent toujours par atterrir au milieu du séjour ou devant la gazinière. C'est vraiment un sujet. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des questions en salle, ou des questions derrière la caméra. Là, je vois que le temps passe. Je voudrais encore plein de questions. Oh là, plein de questions. Bonjour, merci. Question peut-être pour Monsieur Dellegrain. Donc moi, je travaille dans le développement, dans le diffus. Quel rôle vous pensez que l'architecte doit avoir aujourd'hui dans cette approche-là? Dans le diffus neuf ou dans le diffus existant? Dans le diffus neuf. D'accord. Donc création de lotissement. De logement collectif. Mais qu'est-ce que vous appelez le diffus? Hors consultation, projet ouvert par l'éditeur. C'est Madame Michu qui vend son terrain. Voilà. Oui, c'est voilà, bon, ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Après, est-ce que vous pensez que l'architecte a un rôle de conseil là-dessus ou... Alors, je vais vous rappeler juste que nous, on est abrités par la loi de 77. Que dit la loi de 77? Que l'architecture est d'intérêt public. Donc l'architecte a sa place partout. Parce qu'on regarde au-delà des limites du terrain de Madame Michu. On regarde si ce qu'on va faire est compatible, a du sens, et s'il faut le faire comme ça. On a souvent des dialogues animés et soutenus avec nos maîtres d'ouvrage, parce que, je ne dis pas qu'ils ne regardent pas au-delà des limites du terrain, mais peut-être pas aussi autant que nous. Non, pas autant que nous, sans doute. Voilà, donc oui, l'architecte, vous savez, je dis toujours qu'il y a un problème en France, c'est que quand on a mal au ventre, on va voir le médecin, quand on a mal à sa voiture, on va voir le garagiste, et quand on a mal à son habitat, on va avoir plein de rebouteux, parce qu'on pense que l'architecte, ça va être trop cher, ou qu'il va en faire qu'à sa tête, ou que ceci, cela. Et malgré le fait que la loi de 77 fait que, et c'est d'ailleurs peut-être l'explication, fait de nous une espèce protégée, donc peut-être en voie de disparition, l'avenir nous le dira, il n'y a pas, les archives, c'est pas de la faute d'ailleurs ni des clients ni des promoteurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas su, contrairement à ce qui se passe dans les pays qui nous entourent, on n'a pas su inscrire notre place dans la société. Je pense que les architectes sont les premiers coupables. On a, après-guerre, on a négligé la maison individuelle, l'essor de la maison individuelle.
on a négligé, et je pense que dans certaines écoles d'architecture, on néglige encore l'acte noble de réhabiliter. D'ailleurs, je préfère l'acte de requalifier plutôt que réhabiliter. Et je déteste d'ailleurs le mot rénovation thermique, que je remplace par requalification architecturale, qui embarque bien sûr la thermie. Donc bref, pour répondre, oui, je pense que l'architecte, il a sa place. Et quand on me parle du surcoût de l'architecte, je rigole, je rigole, non. Je dis surcoût de l'architecte, il est égal à 0. Parce que quand il n'y a pas d'architecte, curieusement, les prix, l'entreprise prend le bordereau à plus 15%. Donc si les honoraires de l'architecte sont à 10%, oui, de toute façon, voilà. Donc, pour faire court. Une deuxième question? Je vois plusieurs. Très bien. Bonjour, merci. Elmsa Diabas, architecte à Chelmaux. J'ai une question pour M. Pellegrin. Quand vous parlez de changer d'échelle et ne plus se concentrer sur la parcelle, moi ça m'a fait tilt et ça m'a fait penser à l'habitat évolutif et à Zachary Ecochard et à Ravenna qui a gagné le prix en 2017. Et j'ai jamais vu de quartier évolutif ou j'ai jamais vu une autre lecture sur une autre échelle, donc ça m'a beaucoup parlé de ce que vous avez dit sur le coût global. Est-ce que vous avez... Bon, je vais essayer de faire très court parce que je ne veux pas monopoliser, mais déjà, moi je me souviens d'un projet que j'avais fait encore étudiant sur la maison évolutive. Et avec Beneteau, j'ai refait ça après, bon, on n'a pas développé le concept, mais on se prend vite les pieds dans le tapis parce que les maires ne savent pas ne savaient pas instruire un permis évolutif. Maintenant, avec le permis de faire, ou le permis d'innover, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est possible, donc on peut le faire. Mais en fait, ça reste un exercice très compliqué, c'est pour ça qu'on est très peu à y aller. Mais ça, bon, je vous parlais de l'objet, c'est vrai que la maison, le jeune ménage, il n'a pas de raison d'acheter un 4 pieds, une grande maison, puis il n'en a pas les moyens. Il pourrait acheter une maison, voilà, de plein pied, mais dont on sait qu'elle est surélevable. Et quand les enfants apparaissent, eh bien, voilà, les chambres, les tâches se remplissent, et puis si on poursuit le cycle de la vie, eh bien, les enfants ils sont partis à l'université, les parents ils n'ont plus la force de monter les escaliers, et puis rien à faire là-haut. Donc, à ce moment-là, on peut autonomiser, ou louer, ou mettre un accès, et voilà, ça donne le moyen à des jeunes d'y aller. Autre chose d'ailleurs sur le diffus, mais je ne pensais pas ce terme, mais je le dis au passage, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces lotissements, vieux ou anciens, qui sur des parcelles de 400, 600 mètres carrés, bon maintenant c'est beaucoup plus petit, ben voilà, on peut redensifier, même en faisant du zéro artificialisation nette des sols, parce qu'on sait construire pour qu'il n'y ait pas d'impact au sol. Et ça permet de quoi? De fabriquer du foncier accessible pour des jeunes ménages qui n'ont pas les moyens de s'acheter en premier rang le foncier. Mon fils a acheté, je lui ai fait une maison ensuite, il a acheté un terrain en brunois, pour rien cacher. Il n'aurait pas pu acheter un terrain en premier rang sur la rue. Et la dame qui a vendu son truc, ça lui a fait des beaux revenus aussi. Donc voilà, il faut jouer avec ça. L'histoire de l'îlot, moi c'est un concept auquel je crois, on est plusieurs à y croire, mais si le maire n'est pas le porte-drapeau de ça, et s'il n'y a pas des professionnels qui n'existent pas aujourd'hui encore, pour s'emparer de la maîtrise d'ouvrage avec les maîtres d'usage de cet îlot à reconfigurer, on n'y arrivera pas. Donc moi, je livre le concept, on a plein d'outils, on a écrit la démarche, mais seul on ne peut pas. C'est vraiment une histoire de volonté municipale pour le mettre en musique. Et ce serait aussi l'occasion de s'attaquer à un sujet qui remonte maintenant. Quand on voit qu'un groupe scolaire ou qu'un gymnase ou qu'une piscine ou que des salles de classe sont utilisées qu'un tiers de leur temps, et qu'à côté de ça, il y a des équipements qui manquent. Bon, voilà, à l'échelle de l'îlot, à l'échelle de la ville, on peut devenir enfin intelligent et donner un plus grand usage aux choses, donc construire moins de choses, puisqu'on saura trouver ailleurs des vides qui ne demandent, des locaux qui sont sous-équipés, sous-utilisés, et qui permettraient de régler l'équation. Comme un auditorium de Groupama. Comme un auditorium du Groupama, voilà. Est-ce qu'on a... Il y a encore une question? Encore une question. Pas pour moi, hein. C'est une question un petit peu plus d'ensemble et un petit peu ciblée pour M. Marquet. Sur l'équation sociale et d'approche du coût global, pardon.
Depuis tout à l'heure, on dit que le capitaine du navire, c'est le maire quelque part, c'est les élus. Est-ce que vous en avez discuté un petit peu avec eux? Est-ce qu'ils comprennent cette approche de coût global? Quels ont été vos échanges un petit peu? Alors globalement, les élus sont quand même, surtout en Ile-de-France, plutôt des gens cultivés, informés, sachants. Et je pense que globalement, on a vraiment de la chance d'avoir cette population d'élus en Ile-de-France qui sont confrontés à une complexité qu'on ne soupçonne pas. Faire arriver tous les jours le personnel qui va bien dans l'école qui va bien pour accueillir les enfants sans stresser les mamans, enfin c'est un vrai boulot, quoi. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça, que c'est simple, c'est un combat de tous les jours. Et les élus sont au niveau de l'urbanisme, au niveau des projets immobiliers, plutôt finalement informés, notamment parce qu'avec les années, il ne leur reste plus sur certains sujets que ces missions-là. Beaucoup d'intercommunalités se sont créées, ont cumulé des compétences, ont repris des compétences aux collectivités. Les élus savent et écoutent correctement ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à retourner dans le sens de ce que peuvent proposer ou les acteurs comme nous ou les élus, de retourner les organismes administratifs qui sont, eux, prisonniers dans l'exécution d'un texte qui n'a pas toujours été pensé pour ses conséquences. Il a parfois été pensé pour des choses simples, mais on sait bien que le diable est dans les détails et qu'on n'est jamais à l'abri d'un texte de loi dont l'effet est exactement, avec sa rédaction, le contraire de ce qui est l'objectif qu'il cherchait à atteindre. Et la problématique que je décrivais tout à l'heure, le maire, il est pour rien sur le fait qu'on lui demande de faire une typologie ou une autre. Il peut avoir un choix, mais réglementairement, il ne peut pas l'imposer. Par contre, le système de financement peut l'imposer. On va prendre un autre exemple. Il est très compliqué juridiquement aujourd'hui de régler du foisonnement de stationnement dans un immeuble. C'est pas simple. Le droit de la propriété en France, il n'est pas vraiment fait pour ça. Donc c'est super facile d'avoir un lot de copro avec un parking à son nom. C'est beaucoup plus dur d'organiser la possibilité de partager à plusieurs une place de parking, même avec une super application digitale. Il y en a qui sont très bien. Mais c'est beaucoup plus dur à faire. Le droit de la propriété en France, il est imprescriptible. À cause de cette protection qu'on a voulu accorder au droit de la propriété, c'est très compliqué de découper la propriété dans le temps, dans l'usage, dans la chronotopie des usages, etc. Toutes les normes qu'on met pour protéger les personnes en situation de faiblesse, les personnes âgées par exemple, toutes ces normes qu'on fait pour le faire font qu'elles viennent se heurter à d'autres décisions qui visent à empêcher la discrimination. Et donc, si vous ne discriminez pas une population âgée pour lui permettre d'accéder de façon favorisée à une typologie de logement, vous ne pouvez pas lui permettre d'y accéder. Et pour autant, quand vous dites que vous voulez l'accueillir, le maire est parfois obligé de choisir entre une famille nombreuse, une femme avec 2 enfants par exemple, pour un 2 pièces, plutôt qu'une personne âgée, parce qu'il n'a pas le droit de choisir la personne âgée. Et dans la protection du fort et du faible, c'est le raisonnement des 33% de tout à l'heure. Les 33% du financement, ça nous protège. C'est fait pour nous protéger. Aux États-Unis, où ils n'avaient pas ce genre de règles, et où on leur a vendu des prêts à taux révisables en les endettant sans leur dire que si jamais le taux d'intérêt explosait, c'est plus 33% de leurs revenus qu'ils allaient avoir, mais 65%. Chez nous, ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais excès de protection fait aussi que vous n'arrivez pas à permettre aux gens de prendre en compte des économies d'exploitation parce que leur appartement est bien conçu pour pouvoir se payer un appartement un peu plus cher par rapport à leurs revenus. Malheureusement, les revenus sont un peu plafonnés. À part les gens qui gagnent beaucoup comme ça, ça n'arrive pas tous les jours. Vous voyez, dans ces situations-là, je pense qu'il y a des alliés de bon sens entre les opérateurs et les élus, très clairement. Après, on n'a pas d'ennemis à côté. On a juste des gens pour qui la méthode d'analyse, l'intérêt rapide ou ce qu'on leur demande de faire peut entrer en contradiction avec ce que nous on souhaite faire. Je pense aussi qu'il ne faut pas attendre non plus d'avoir un chef d'orchestre qui va mobiliser en faveur du coût global. Je pense que dans beaucoup d'institutions, chez beaucoup de maîtres d'ouvrage ou chez beaucoup d'exploitants, il y a aussi une marge qui est laissée quand on raisonne en coût global, c'est-à-dire qu'au final, il n'y a pas de surcoût. C'est un peu ça le concept quand même. Il y a une marge qui est laissée aux gens pour s'impliquer dans les projets et être force de proposition.
Moi, je connais beaucoup d'exemples dans des collectivités locales, notamment, où des programmes ont été très vertueux, très poussés, parce que la personne en charge, le responsable de programme, en l'occurrence, c'était une femme, celle à laquelle je pense, mais en tout cas, elle y a mis ses compétences, elle y a mis sa recherche, et elle y a mis une vraie volonté d'aller pousser cette dimension-là sur ce projet-là, ce jour-là. Et ça ne vient pas forcément du maire, ça ne vient pas forcément des élus, mais on a tous, dans nos postes à responsabilité, parfois l'opportunité de lancer. Alors, nos concepteurs sont parfois à même de proposer, on n'a parfois pas l'écoute le jour où ils le proposent, mais on peut aussi, à notre hauteur, en tant que maître d'ouvrage, parfois avoir cette possibilité d'ouvrir ces possibilités-là et de créer des programmes sur mesure qui laissent cette place-là. Moi, je dis souvent que le premier architecte, c'est le maire, le deuxième architecte, c'est le promoteur, enfin, c'est le maître d'ouvrage, et le troisième architecte, c'est l'architecte. Mais si les deux précédents n'ont pas des ambitions de qualité de vie, et de voilà, ben nous, on va bricoler derrière. Je vais juste rebondir. Je rebondis sur une chose. Il y a quand même quelque chose de très particulier dans les métiers que nous faisons. C'est que, bon, certes, on est encadré, on a des comptes à rendre, etc. On a quand même une marge de manœuvre dans la prise de décision qui est relativement incroyable. Et quand vous êtes porté par des convictions, ce qui semble être un peu le moteur de la jeunesse actuellement. Et donc, pour tout, alors vous êtes étudiants, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà eu des vies, mais pour vous tous qui êtes étudiants, ne lâchez pas le morceau. Vous avez la main. Moi, le projet qu'on a fait à Stein, alors l'histoire est un peu particulière, c'était pas une jeune étudiante qui a porté le projet, mais c'était quelqu'un qui était en reconversion professionnelle et qui avait choisi de quitter sa fonction d'assistante pour devenir responsable de programme. Donc elle découvrait complètement le métier. On lui a donné un projet qui avait du sens. Un projet juste pour la justice et juste par sa justesse. Ce projet, elle l'a personnifié, elle l'a incarné, elle l'a porté. On ne lui tordait pas le bras comme ça quand il fallait prendre une décision qu'elle jugeait inappropriée. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Globalement, dans nos métiers, d'une certaine façon, vous avez la main. Il faut en profiter. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la main sur le job qu'il fait. Alors, j'ai rarement été en retard à un cocktail. Je vais laisser la main à Olivier. Bon, juste un mot justement avant de rejoindre le cocktail. Là, j'étais très heureux de cette conférence et du discours des intervenants parce que, et même ça, les dernières paroles de l'intervenant, vous avez bien compris, vous avez posé un problème. Il a été évoqué que ce problème, il est connu, certains y travaillent dessus depuis des décennies, etc. Chacun a évoqué les difficultés à tous les niveaux. On parle de la technique, on va jusqu'à l'aménagement du territoire, jusqu'à l'aménagement de la ville, l'intervenant des politiques. Il y a eu des blocages, il y a eu des choses faites, et ça a été reconnu, ça n'a pas été parfait. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire sur ce qui a été réalisé. On n'a pas automatiquement réussi, tous les professionnels jusqu'à aujourd'hui, à parfaitement remplir certaines missions. Vous avez ressenti donc ce constat, et ce qui vient d'être évoqué et ce qui ressort aussi du débat, c'est qu'il y a une pression énorme qui arrive au sein de l'école, au sein de la promotion, on en parle régulièrement, et cette pression va servir de levier à faire bouger à tous les niveaux, sur le métier du promoteur, sur la position de l'homme politique, sur le métier des architectes qui restera peut-être plus traditionnel, mais tous les intervenants, toutes les réglementations ont changé, elles s'inscrivent maintenant sur des décennies. On est dans un point, on ne va pas parler de rupture, parce que ça serait abusif, mais il y a une démarche énorme qu'il va falloir franchir, et les futurs acteurs, pour les 30 ans à venir, je l'ai déjà dit à chacun d'entre vous, c'est vous qui allez trouver le chemin, c'est vous qui, à partir des constats qui viennent d'être faits. Et puis il y a une retraite à payer aussi. Aussi, et simplement peut-être éviter qu'on meure tous à 45 degrés ou à 50 degrés au mois de janvier, je parle bien du mois de janvier, qu'on arrive à survivre tous ensemble. Donc ça correspond, le débat que vous avez eu là, vous n'avez pas eu les réponses, vous n'avez pas eu automatiquement les réponses à votre questionnement,
Mais par contre, ce que vous avez senti, c'est des constats où il y avait des choses qui étaient tentées, qui n'ont pas pu aboutir. Les leviers, ils vont être identifiés. La pression va actionner ces leviers. Et c'est vous qui allez trouver le chemin. Et c'est vous qui allez devenir qui êtes les futurs professionnels. Et vous avez un challenge que je trouve absolument extraordinaire. Parce qu'il ne faut pas le prendre de côté négatif. C'est un côté extrêmement positif où les choses vont changer. Et vous êtes là pour les faire changer. Et vous allez surtout, peut-être par rapport aux précédents, avoir plus de possibilités de les faire changer. Voilà. Alors, je voudrais remercier bien sûr tous nos intervenants pour leur débat, leur expression passionnée. Certains, comme l'architecte présent, peut-être a une vision de l'architecture qui est extrêmement extensible. Donc ça, je le reconnais bien là. N'oubliez pas, parce qu'un de vos camarades a posé la question, vous pouvez poser la question à un architecte de savoir comment il va vous aider, devenir un partenaire par rapport à votre ambition. Mais attention, l'ambition, elle doit d'abord être chez le maître d'ouvrage. Vous allez retrouver chez tous les partenaires une ambition pour aboutir, mais c'est d'abord vous en premier, en tant que maître d'ouvrage, et là je ne parle pas en catégorie, en classé, les inclassants, les intervenants, mais en tant que maître d'ouvrage, c'est vous qui avez la responsabilité de vous poser le problème, les bonnes questions, et de chercher les partenaires pour y résoudre. Et puis dernière chose, bien sûr, je remercie Groupama, qui a eu l'amabilité de nous prêter cette salle et de nous permettre d'organiser cette soirée. Et puis je remercie donc l'ensemble des intervenants que je vous propose d'applaudir. Je remercie aussi les gens qui sont derrière la caméra, probablement. Et je remercie tous les étudiants de l'ESTP Mogi tant partagé, je ne me trompe pas, d'avoir organisé cette conférence si difficile à organiser. En tout cas, on va essayer d'en profiter maintenant au moment du cocktail. Si vous avez des questions au moment du cocktail, on est tous là, je crois, encore, pour partager ça autour d'un verre. Merci à vous.